Première chose, petit partage sécurité. Regardez ce que les gens réalisent intuitivement, mais souvent on n'a pas les données, c'est que la planification, qui est le sujet de cet après-midi, a un impact directement sur le nombre d'accidents et incidents. Ça, c'est des données réelles d'un site avec lequel j'ai travaillé. C'est le nombre de pertes de temps ou d'assignation ou soins médicaux du département de maintenance sur quelques années. Et si on parle d'arrêt planifié, tout le monde connaît ça un peu, il y en a eu 3 quand j'ai travaillé avec eux autres, 3 d'années de suite consécutives sans événement. Donc, 70 000 heures travaillées durant les arrêts planifiés sans événement. Ça, c'est quand c'est vraiment tac-time et que la planification est bien faite. Bon, je voudrais vous connaître un peu, moi aussi. Tu veux-tu expliquer le POLIV? Oui, certainement. Vous avez tous reçu sur votre table une feuille avec un code QR que vous pouvez scanner. Attends un instant. Oh, pas encore? Ah, c'est ça. OK. En fait, les gens qui contrôlent Laurentides sont gentils parce qu'ils ont utilisé la même technique que nous autres pour le sondage. Alors, je vous invite à aller sur le site de Poll Everywhere, mais après le / simplement inscrire STI Maintenance 310. On le voit mal un petit peu ici, là, mais il est là. Puis, vous allez pouvoir inscrire votre réponse. Donc, / STI Maintenance. Voilà, ça commence. D'où est-ce que vous provenez? C'est quoi votre fonction principale? Jusqu'à date, 100 du monde d'entretien. Ah, autre! Ça m'intrigue. Ingénierie. Oh, ça monte. C'est vraiment dynamique. 75 Ah, ça continue à montrer. Donc, principalement des gens de maintenance. Oh, plusieurs autres. Qu'est-ce qui est autre? Ah, c'est quoi autre? Pardon? Conseiller en préventif. Merci. Puis l'autre, autre. Il y a d'autres autres. Y a-t-il d'autres autres? Okay. Qu'est-ce qui est de l'ingénierie? OK. Des projets? Ah, ingénieur projet en charge de maintenance. Merci. D'autres autres? Ah, contrôle Laurentide. Vous êtes à part des autres, c'est ça? Super. On continue. Quel est votre rôle dans l'entreprise? Êtes-vous dans direction, syndicat, planification, gestionnaire, premier, deuxième niveau, métier? OK. Qui est-ce qui ici est de la direction? Levez la main. OK, plusieurs. OK. Merci. Planification. Ah, quand même une bonne quantité. Support technique. Ah, OK, super. Merci beaucoup. Maintenant, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui. En simple. Je ne sais pas si vous savez, mais quand on va suivre une formation, si vous m'écoutez, vous allez retenir au mieux, si ça va bien, 20 de ce que je veux dire. D'ailleurs, j'ai fait le test tantôt avec un collègue qui est un de mes clients. J'ai demandé hier dans ma présentation qu'il avait bien aimé qu'est-ce que j'ai dit. Il ne se rappelait absolument de rien. Je ne dirais pas qui, je ne le pointerai pas du doigt. Il s'en connaît, il a le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Ah, bien, il l'a dit, c'était qui? Donc, 20 si on est chanceux. OK? Après ça, si on vous le fait écrire, ça monte à 50. Mais si on vous le fait faire, ça monte à 80 et plus. Fait que c'est ce qu'on va vous faire aujourd'hui. On va vous faire faire pour toucher, comprendre ce qu'on parle. De quoi on veut parler nous autres. OK? Le premier exercice, c'est comprendre c'est quoi le jeu de base en planification. C'est quoi qui est important à retenir? OK? Il n'y a pas beaucoup d'affaires, une ou deux. On va vous concentrer sur cela quand on fait de la consultation, dans notre expérience de vie, laquelle qu'on trouve le plus souvent, qui est la moins bien aimée, la plus mal aimée, puis qui en pratique, c'est une des plus payantes. Parce que disait tantôt Mathieu et Alain, au niveau des gains potentiels, bien, c'est avec ça qu'on les rejoint la majorité du temps. Donc, on va vous faire monter l'hélicoptère afin de voir la forêt,
comprendre le principe, puis après ça, identifier automatiquement, vous êtes capable d'identifier le levier de changement. C'est quoi qui vous manque actuellement pour pouvoir le faire? Puis ça introduit automatiquement dans votre tête la graine pour la pérennité. Parce que quand vous comprenez ce que vous faites, ça risque plus de rester. Puis quand vous allez y toucher, vous allez jouer, ça va probablement, on fait l'hypothèse, rester. Donc, comme je le disais tantôt, on va vous faire un jeu. C'est un jeu de mots. On vous fait faire un jeu, mais c'est le jeu de base. Vous allez voir ce que je veux dire. C'est vraiment un jeu qu'on vous fait faire. Principal contributeur à l'efficacité de la planification, comme je disais, celui-là qui reçoit le moins d'attention. À toi la parole, Maud. Et donc, aujourd'hui, l'exercice que je vais vous faire, c'est un jeu d'enfant. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous a chacun distribué un petit sac Ziploc sur votre table. Est-ce que vous en avez un? C'est bon, merci. Puis, remarquez, avant de l'ouvrir, remarquez dessus, là, il y a un gros post-it avec une lettre qui identifie votre type d'équipe. Ça va être bien important à retenir pour la suite. C'est bon? Fait que là, je vais vous mettre dans un contexte qui ressemble à un contexte en maintenance, où est-ce qu'on arrive le matin, puis on a une rencontre de début de corps, puis le superviseur va confier une mission à son équipe. Et donc, vous êtes tous ici des équipes à qui je vais confier une mission. Puis, votre mission, ça va être de construire une balançoire. Étant donné qu'on parle de préparation des travaux, de planification, bien, vous êtes chanceux, je vous ai préparé à job. C'est tout dans le Ziploc ici. C'est bon? Puis, comme dans une usine, on a un magasin. On est chanceux ici, là. On a 2 magasiniers qui tiennent chacun un magasin, Patrice et Mario. S'il vous plaît, aucune violence verbale n'est tolérée envers les employés de l'usine. Alors, je vous prierai d'être poli et patient avec mes magasiniers. Considérant les consignes sanitaires en place, il vous sera demandé de faire au besoin une ligne espacée de 2 mètres et de ne pas toucher directement les pièces. Vous devrez attendre que le magasinier vous remette les pièces. Ça vous va? Il y a une petite dimension de compétition également. Je vais avoir besoin que vous reteniez le temps qui est nécessaire pour faire votre balançoire. C'est bon? Puis, j'espère qu'on va être capable de trouver des gagnants. Ça vous va? Ensuite de ça, on va changer de diapositive. Ensuite de ça, quand vous penserez que vous avez terminé le travail que je vous ai donné, que je vais vous avoir demandé de faire, je vais vous demander de lever la main. Jean-Robert et moi, on va se déplacer dans la salle pour faire un contrôle qualité puis s'assurer que la mission a été bien remplie. Ensuite de ça, effectivement, là, on va considérer que c'est terminé. Fait que je vais vous demander de prendre en note les 4 points que vous voyez à l'écran. Puis, si vous pouvez même les prendre en note sur une de vos feuilles pour être certain de ne pas les oublier. Fait que la première, c'est la plus importante. Combien de temps que ça a pris pour réaliser l'opération? Vous pouvez même l'écrire sur la feuille qui représente là, la lettre de votre équipe. Ensuite de ça, j'aimerais ça que rapidement, avec votre équipe, vous vous consultez, puis vous allez me dire comment vous vous sentez vis-à-vis de l'exercice que vous avez accompli vis-à-vis de votre équipe. Puis après ça, bien là, il y en a des chanceux qui vont avoir du temps, fait que les plus rapides surtout. Alors, je vous invite à observer les autres équipes, comment que ça se déroule, puis à prendre des notes. Puis ensuite de ça, après cette excellente expérience immersive, bien, on va pouvoir faire un peu, essayer de trouver des apprentissages, des leçons de vie à retenir de cet exercice. Ça vous va? Puis on va vous poser des questions à la fin. Bien, c'est sûr qu'on ne vous fera pas prendre des notes en vain. Ça nous intéresse, qu'est-ce que vous avez trouvé de ça. Fait que, attendez-vous qu'on pose des questions. Puis je vais prendre le même principe un peu que tantôt, Mathieu. Je vais demander volontaire, mais s'il n'y en a pas assez, on va y désigner volontaire. Fait qu'attendez-vous à ce que vous soyez à être prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Oui, question. Oui? Ah, il en manque un, magasinier. Est-ce que vous avez reçu un sac Ziploc? Est-ce que vous n'avez pas de sac Ziploc? Oui, s'il vous plaît, responsable du kitting, est-ce que c'est possible de leur donner un Ziploc? Les magasins encore. C'est toujours la faute des magasiniers, c'est jamais la maintenance qui se trompe. Ah, c'est parfait. Un bon artisan, il nous a souligné qu'effectivement, il n'y avait pas les pieds. Et puis, étant donné que votre santé et sécurité me tient à cœur, si vous avez des questions en cours de route, que vous avez des incertitudes sur la façon de faire, levez la main certainement. Puis, Jean-Robert et moi, on va aller vous aider. Ça vous va? Puis, suivez nos étapes, s'il vous plaît. On va vous dire qu'on fait étape par étape. Est-ce que vous êtes prêts?
Partez. C'est quoi que vous apprenez de tout ça? Que le chronomètre marche encore. Merci. Y en a-t-il d'autres qui étaient une équipe A ici? J'aimerais ça obtenir vos commentaires également. Et voilà. Comment vous êtes sentis en réalisant l'exercice? Nous autres, ça a bien été. Fait que, on s'est sentis bien organisés, efficaces, puis on a travaillé en équipe. Ça a bien fonctionné. Mais je suis surpris, mais agréablement surpris. Merci. Puis les équipes C et D, il y en a-t-il qui voudraient lever la main puis m'indiquer, vous avez trouvé ça comment, vous, réaliser ça, cette balançoire-là? On s'est senti chez nous, avec le magasin qui était fermé, le manque de pièces. C'est bien, ça senti bien. La bonne bien une façon naturelle de gérer des travaux. Puis, y en a-t-il d'autres ici qui voudraient me partager le sentiment vis-à-vis de comment ils se sont sentis? S'il vous plaît. Vous étiez une équipe B, vous? Oui. Ah ben, nous, de notre côté, tout était bien. Là. Les plans y étaient parfaits. Comme disait l'autre équipe, la première équipe, l'impression était assez lettre. Les couleurs n'étaient pas représentatives, mais quand même, toutes les pièces étaient là. Le kitting était bien fait. Merci. Alors, moi, ici, je les ai les réponses. C'est bon? Tous les gens de l'équipe, toutes les équipes A ici, ils ont eu seulement un dessin de la balançoire, aucune procédure, aucune pièce. Les gens de l'équipe B, eux, ils ont été gâtés, il y avait toutes les informations. Il y avait le plan, la procédure, l'image finale, les pièces au complet dans leur Ziploc. Puis, le groupe C, eux, il y avait l'ensemble des pièces avec une procédure partielle. Puis, le groupe 2, il y avait une partie des pièces seulement avec la procédure à 100 %. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que, ici, on a affaire à des gens qui veulent être organisés. Fait que moi, ce que j'ai constaté, c'est que, naturellement, la plupart des équipes ici ont décortiqué l'information qu'ils avaient. Ils ont même sorti des feuilles, ils ont pris des notes pour, justement, déterminer, j'ai-tu allé chercher des pièces au magasin, des choses comme ça. Il m'est déjà arrivé, moi, de faire l'exercice avec des gens qui apprenaient à faire de la planif. Puis, première chose qu'ils font, ils n'ont même pas regardé le plan. Ils se lèvent puis ils vont chercher des pièces. Mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent encore. Y en a-t-il ici qui ont fait ça? Mais ça arrive là aussi. Là. Fait que, dans le fond, l'intention de ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire réaliser, quand que la planification des travaux est bien faite, bien, l'équipe qui arrive, puis que son kitting est bien fait, bien, ils se sentent comme des gagnants, là. N'est-ce pas? Fait que c'est ça aussi là, qu'il faut que, quand on fait la préparation des travaux, c'est toujours ça qu'il faut viser. C'est de traiter nos équipes de gars de métier comme des gagnants. Y en a-t-il d'autres ici qui aimeraient ça me lever la main puis me faire d'autres commentaires aussi? Oui? Patrice? Bon, y en a-t-il d'autres ici qui auraient d'autres commentaires à nous faire? Des expériences à nous partager? Oui? Au début, on n'était pas très déterminés. Puis après, je me suis dit, vas-y, on va le faire là, on va le faire vite. Puis la première chose qu'on a fait, en fait, c'est prendre toutes les pièces et les classer par catégorie de type et couleur, en fait. Donc après, c'était super facile de les retrouver. Alors, je pense que c'est notre esprit de planeur, là. C'est une bonne façon. J'ai bien aimé que l'on s'attarde au sentiment des gens dans l'activité. Merci. Bien planifié, succès. Égal succès. La chose qu'on voulait vous faire réaliser, oui. Puis je pense que vous allez vous en rapporter, justement, l'importance du kitting et de l'ordonnancement, c'est que quand nous avons fait de l'intervention en site, plus souvent qu'autrement, ce qui est bien fait, c'est le calendrier relativement correct. Des fois, il y a la synchronisation avec l'opération. Mais ce qui est souvent négligé, puis qui est pourtant la tâche qui est plus payante, vous l'avez vécu tantôt, la différence de temps que ça prend, c'est d'avoir les pièces avant de le céduler, avant de l'ordonnancer. Fait que ce qu'on espère, c'est qu'avec le petit jeu qu'on a fait tout à l'heure, ça vous a permis de l'expérimenter par vous-même, de voir effectivement les frustrations. On a simulé la vraie vie. Quand vous arrivez au magasin, c'est écrit « Je suis parti en pause », c'est la vraie vie.
OK? Quand vous arrivez là, puis qu'on vous dit, prenez votre ligne, quand vous allez au magasin, vous dites, c'est l'autre magasin ou c'est dans le magasin officiel, etc. Donc, c'est toutes des choses de la réalité de la vraie vie. Puis, quand il y a une collaboration, ça arrive aussi des fois. Donc, c'est toute une... Avec le petit jeu, ce qu'on a pu faire, c'est simuler la vraie vie que les hommes de métier vivent au jour le jour. Donc, d'où l'importance de comprendre jusqu'à quel point il faut s'assurer d'avoir les pièces avant de commencer le travail. Toutes les pièces. Donc là, on va continuer sur une deuxième notion. Avant, je voulais vous demander, maintenant qu'on a compris ça, l'importance d'avoir les pièces, quel bénéfice ça apporte à l'organisation que la planification soit efficace? Là, je vais vous demander, ceux qui ont de le dire oralement, là, de la main, tu peux aller lui porter le micro? Oui. S'il te plaît. On va demander, c'est quoi le bénéfice? Maintenant qu'on sait ça, là, que c'est plus efficace, c'est un autre, c'est que ça donne à l'organisation. Bien, plusieurs bénéfices. Un, entre autres, bien, si on a du kitting, on a des bonnes pièces, on est certain que la bonne pièce va être utilisée. On est certain que la bonne pièce va être utilisée. OK, d'accord? Comme tu l'as dit aussi, ça réduit de beaucoup la durée des arrêts d'équipement. Oui. Merci. On peut planifier, ordonnancer. Comme tu l'as montré précédemment, la réduction du nombre d'incidents. On réduit le nombre d'incidents, oui. Il y en a un pack santé-sécurité. D'autres choses? Autre? Ah, OK. Moi, je pense que des bonnes procédures, ça peut aussi aider beaucoup. Oui, ça fait partie de la préparation avant d'ordonnancer le travail, absolument. Mais qu'est-ce que ça donne à l'organisation? Je reviens, OK, je l'ai noté. Qu'est-ce que ça va donner à l'organisation? C'est quoi le bénéfice pour l'organisation d'être bien ordonnancé? Ça va augmenter le temps outil à la main pour l'employé qui fait la job. Ce que je n'ai pas saisi, c'est pas assez fort. Je disais, ça va augmenter le temps outil à la main, c'est-à-dire que l'employé qui reçoit une procédure claire... On ne perd pas de temps, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est le temps perdu à voyager, effectivement. Élimination des gaspillages de temps là, dû au déplacement, la recherche de documents, exactement. de pièces. Ça réduit des pertes de temps de déplacement. Effectivement, donc les employés sont plus efficaces. C'est ça? Oui. Exact. D'autres choses? Ici, Maud? OK, tout de suite après. Oui. Bien, ça évite les frustrations au niveau des employés aussi, parce qu'ils se sentent plus compétents. Donc, ah oui, comment qu'il y en a qui se sentaient incompétents tantôt, qu'ils disaient ça mot pour mot? Levez la main, ouais. C'est pas parce que vous êtes incompétent. Levez la main, ceux qui ont dit ça. Oh, ils n'osent pas. Ben, les employés non plus. Il y en a un qui est honnête qui le dit. Mais souvent, les employés, c'est le même qui se sentent aussi. Ce n'est pas leur faute, souvent, parce qu'ils n'ont pas la pièce ou n'ont pas le bon dessin. Vas-y. Ça va diminuer le temps d'intervention, donc plus de production. Moins de perte de production parce qu'on arrête l'équipement. Puis on prend juste le temps. Vous seriez surpris qu'il y a des endroits que je suis allé, puis je ne sais pas si vous allez vous reconnaître, l'équipement est arrêté par la production de la demande de l'entretien. On ouvre l'équipement pour voir ce qu'il y a à faire. Puis on découvre quelles pièces on a besoin. OK? Alors, si vous êtes chanceux, j'ai bien dit, si vous êtes chanceux, il est là en magasin. Sinon, on dit à la production, il faut attendre, on attend que la pièce arrive. Il y en a peut-être qui vont se reconnaître là-dedans, là, mais c'est la réalité qu'on rencontre souvent quand on va faire des visites dans les installations. Mettez-vous du côté de la production maintenant, l'équipement est arrêté, ils ne peuvent pas produire, cœur ouvert, on attend la pièce. Mais si on avait eu la pièce, comme vos kits, avant de commencer l'intervention, on réduit évidemment le temps d'intervention à ce qui est nécessaire. Donc, je vais conclure. On a parlé des gains de production, main-d'œuvre, productivité de main-d'œuvre, santé et sécurité. Une chose qui peut sortir, l'optimisation des inventaires. Là, on vous a fait promener volontairement, mais à partir du moment où on sait ce qu'on a besoin, on est capable d'optimiser davantage. L'intégrité des équipements. Combien de fois que j'entends, on est serré par le temps de la production presse, on n'a pas le temps de finir la job comme du monde. J'ai entendu ça souvent. Mais si on l'a bien préparé, on a le temps de la finir comme il faut. On a les bonnes instructions, comme disait le monsieur. Fait qu'on le fait bien. Et évidemment, ça a sorti le moral. On se sent moins frustré parce qu'on a le temps de faire des bonnes jobs. Donc, le premier niveau de planification, qu'est-ce qui se caractérise? C'est la rigueur. Donc, l'implication des cadres, c'est vous autres ici qui va aller faire la différence, voir si ça peut marcher ou pas. On parle de planification. Rigueur,
à la limite, le kitting, mais au minimum d'avoir les pièces nécessaires pour le travail. Les rituels, d'avoir un calendrier d'avance, savoir où est-ce qu'on va, puis une coordination avec l'opération, puis qui arrête l'équipement à temps. Et évidemment, des rencontres et d'autres qui permettent ça. Ça peut se faire. Je l'ai vu sur Outlook, je l'ai vu sur Excel, un calendrier, ça marche, mais c'est d'ouvrage. C'est sûr qu'un GMAO, quand il y a beaucoup de travail de billets, ça va plus efficace pour le planificateur. Donc, c'est utile. Et finalement, vous avez, pour plusieurs d'entre vous, vous avez déjà vu ça soit dans le métier ou soit à l'école. Quand quelque chose est un peu complexe, que ce soit un travail répétitif, on va toujours sur la même pompe 2 fois par semaine ou des pompes semblables, ou on fait un gros arrêt, prenez le temps des fois de planifier comme il faut les travaux, ou votre semaine, la semaine des employés. Puis on se fait un GAN pour savoir c'est quoi le cheminement critique pour être capable de définir où est-ce qu'on porte attention, parce que si ça, cette job-là est en retard, tout est en retard. Avez-vous des questions sur le niveau 1, qui est le jeu de base? Là, on commence à vous distribuer, vous allez rire, des cafetières. On va tomber au niveau suivant. Il manque une étape. Il y a une vidéo. Peux-tu regarder ton bord? Oui. Patrice, serais-tu gentil d'aller voir la vidéo pour le faire jouer, s'il vous plaît? Il devait jouer automatique en principe. Là, ce qu'on veut vous montrer, assumant qu'on va l'avoir, c'est qu'est-ce qu'on veut dire maintenant dans optimisation du temps d'arrêt. On va espérer que nos techniques vont être capables de faire jouer le petit vidéo. Ça va aider. Je m'excuse d'avance, c'est en anglais. Fait que pour ceux qui... Vous n'avez pas vraiment besoin de comprendre ce qu'il dit. C'est amusant plus qu'autre chose, mais dans le fond, ça parle tout seul, juste le visuel. Puis plusieurs d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. Ça va être juste un rafraîchissement pour introduire le prochain élément. Voici le vidéo. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Newmore himself changes the tires. Only 4 crew members, including the driver, are allowed to work on the car. It's a tense time. Holland stays in his seat, anxious to get away. Let's watch. Ça ressemble un peu à ça présentement quand on fait nos arrêts d'équipement. Ça ressemble à ça. On attend. Il va-tu repartir l'équipement? OK. The tires are changed at last. A crewman polishes the windshield as Holland moves away just 67 seconds after he stopped. Là, pour ceux qui ne l'ont pas vu, surveillez bien. En 2013. C'est la même course. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Bon. Merci pour la vidéo. Ça illustre notre prochain exercice. C'est ça, vous avez devant vous. Mais au lieu d'une Formule 1, vous allez avoir une machine à café. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode... oui, vas-y. Comment? Je me dirais, est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode SMED? Mais avant, je voudrais lui demander... Oui, vas-y. C'est parce que là, il y a 2 slides qui sont inversés, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Merci, technicien. Je voudrais vous demander, prendre 2 minutes, là, c'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui est différent entre 1913 et 2013? Avant
Excuse-moi, peux-tu répéter pour que les autres entendent? Ben, dans le fond, un SMED, c'est vraiment le principe d'externaliser toutes les actions du moment du changement. Donc, ce qui a été fait, c'est que tout ce qui pouvait être préparé à l'avance a été préparé à l'avance pour que quand l'arrêt arrive, ce soit vraiment seulement les actions nécessaires d'être faites à ce moment-là qui sont faites. Tout le reste est fait avant ou après une préparation. Absolument. Pour diminuer c'est une partie le de la temps d'arrêt réponse. au maximum. Absolument exact. Merci. Je suis content parce que la première action souvent que les gens ont, ils disent qu'il n'y a pas qu'un de monde. Mais ça, c'est une conséquence. La réalité, c'est que je vais vous donner un exemple. Ce qu'on ne voit pas souvent dans ces courses-là, moi j'ai déjà vu des reportages là-dessus intéressants. D'abord, avec Internet aujourd'hui, la salle de contrôle, parce que c'est comme une usine, ça là. Il y a une salle de contrôle qui est virtuelle à quelque part dans le monde, avec un ingénieur en chef, puis des techniciens, des ingénieurs qui sont sur des consoles. Ils monitorent toute la machine d'un bout à l'autre. Fait que s'il commence à avoir un peu de glissement parce qu'il y a un peu d'humidité ou le pneu est un peu usé, puis que là, ils décident qu'il faut changer les pneus, ils ont tout un rack de pneus en arrière. Il faut qu'ils appellent les techniciens, disent le pneu numéro 6, pour que tout le monde prenne le même pneu. Ils arrivent, ils sont prêts. Celui-là qui va installer. À côté, tu as l'autre qui va l'enlever, puis à côté, tu as l'autre qui a l'outil. Parce que ça, c'est une autre affaire avec le SMED. Il ne tape plus dessus. Il arrive, c'est un corps d'auto, un outil pneumatique, genre, un corps d'auto, celui-là qui enlève le pneu, il enlève, l'autre en met l'autre en met la vis, c'est fait, il se tasse. Et c'est toutes les actions sont faites comme ça, coordonnées d'avance. Donc, merci. Ça introduit notre exercice prochain. À ton tour. Oui, en fait, l'exercice d'aujourd'hui, c'est vraiment de vous faire appliquer la méthode SMED. La méthode SMED, ça existe depuis une vingtaine d'années, je crois, ce qui a entre autres permis au Formule 1 de gagner beaucoup de temps au pit stop. Puis, ça se détaille en 4 étapes que vous voyez ici. C'est bon? Alors, en premier lieu, mesurer, externaliser les différentes étapes. Ensuite de ça, autant que possible, de rationner puis de simplifier ces activités-là. Fait que je vais vous présenter rapidement la théorie par rapport à ça pour qu'on puisse y aller rondement ensuite dans l'exécution. La première étape, c'est toujours de se mesurer. On veut avoir une image de notre portrait avant de l'améliorer pour être en mesure de démontrer que c'est efficace de faire des SMED. Et donc, chacune de nos étapes, il faut les connaître, les documenter. Puis, également, là, ce qui est super utile et qui est très visuel pour les employés, c'est de faire ce qu'on appelle le spaghetti des déplacements. Vous avez un exemple ici. C'est bon? De se filmer, de se chronométrer, ça permet vraiment de connaître c'est quoi l'état de situation avant qu'on optimise. Par la suite, il faut connaître c'est quoi nos étapes qu'on fait lorsque l'équipement est arrêté versus les étapes qu'on fait avant ou après. Ce que la madame mentionnait. Et donc, là, c'est pour ça qu'il y a un trait. Fait que ça, c'est vraiment la partie avant. OK? On s'évalue, on fait le portrait avant de travailler. Puis ensuite de ça, là, on travaille pour optimiser notre arrêt. Fait que dans les choses qu'on va faire, ce qu'on veut faire, c'est justement réduire la quantité d'activités qu'on va faire lorsque l'équipement est arrêté. Fait que ça veut dire de se préparer en conséquence. Autant que possible, de réduire les déplacements. Avez-vous déjà entendu parler de l'expression d'approcher le sapin de Noël? Fait qu'il y a des organisations qui appellent ça comme ça, là, un sapin de Noël. En fait, c'est comme un rack qu'ils peuvent déplacer, que tous les outils sont positionnés dessus puis qu'ils vont approcher de l'équipement pour avoir les outils à portée de main quand ils vont faire le travail. Ensuite de ça, de faire du préassemblage. Des fois aussi, c'est simplement de modifier l'équipement, un peu comme Jean-Robert parlait, pour faciliter l'assemblage puis la mise en course là, quand on a pour compléter le travail. Puis, la dernière étape, c'est vraiment aussi de s'attarder le plus possible quand on a fait notre portrait. Il y a des activités qui prennent plus de temps, mais c'est ces activités-là qui vont être le plus gagnantes à être réduites. Ça vous va? Est-ce que vous êtes prêts? Alors là, on va faire notre atelier, OK? Puis, ce qu'on va simuler comme arrêt, c'est dans le fond qu'on a une machine à café. Tout le monde a reçu une machine à café? C'est beau? Fait que là, vous pouvez la manipuler là, pour l'apprivoiser. Ce n'est pas tout le même modèle. Il y en a qui sont plus jeunes que d'autres, mais elles sont toutes fonctionnelles. Là, la problématique qu'on a, c'est que ici, chez moi, là, vous voyez la photo de ma cuisine, j'ai invité 20 personnes pour le brunch. Puis ma cafetière, là, en fait, ça, c'est ma cafetière habituelle, mais pour faire le café pour le brunch, je vais utiliser ma bonne vieille cafetière filtre, mais elle n'en fait pas assez pour tout le monde.
Donc, je dois le plus possible renouveler le café pour en repartir un deuxième silex. Ça vous va? Il faut expliquer aussi où sont les choses. Oui, c'est vrai. Alors, vous avez tous reçu un cahier de participants avec 4 feuilles. Exactement. Fait que là, sur la première feuille, dans le fond, c'est un résumé des 4 étapes du SMED. Et sur la deuxième feuille, vous avez la même photo que ce qu'on a présenté à l'écran. Oups, là. Et donc, ici, dans le coin qui est là, c'est la machine à café. Dans le tiroir en dessous, on trouve le café. Ici sont les filtres, les ustensiles en bas. Le petit bol jaune ici, c'est pour le compost. Puis, sur le comptoir en face ici, là, c'est le lavabo avec l'eau courante pour remplir le silex puis le nettoyer. Ça vous va? Tout le monde a figuré les différents endroits sur votre feuille que vous avez en main? Fait que là, on va vous laisser à peu près une couple de minutes pour faire le diagramme spaghetti que vous avez vu tout à l'heure. Vous allez faire les étapes pour faire le café sur le dessin qu'il y a là. Quand vous avez terminé, levez la main. S'il y en a qui ne savent pas comment le faire, levez la main ou avant, là, puis on va aller vous voir pour vous expliquer. Alors, les petites étapes en carton dans un Ziploc, vous n'en aurez pas besoin tout de suite. Vous n'avez pas besoin de l'ouvrir pour le moment. Mais si vous allez voir la page suivante, l'image de la cuisine, vous avez toutes les étapes nécessaires pour redémarrer la cafetière. Ouais. Encore une page après la photo. Oui. Et donc, je vous invite, vous pouvez même là, débrocher le document là, pour suivre les différentes étapes. Puis là, dans le fond, ce qu'on fait, c'est que pensez pas tout de suite à optimiser votre travail. On va vraiment prendre une image de qu'est-ce que c'est qu'on fait habituellement quand on redémarre une cafetière. Oui? Vous avez poursuivi? Vous avez fait? Parfait. Alors, en premier lieu, je vous invite à tracer le spaghetti des déplacements. Puis, dans un deuxième temps, je vous invite à manipuler votre cafetière puis à simuler les différentes étapes une après l'autre, pour identifier le temps que ça prend pour réaliser le travail. Puis, également, avis à tous, à la fin de l'exercice, je vais piger au hasard 1 ou 2 équipes selon le temps disponible, puis on va observer comment ils ont optimisé le redémarrage de la cafetière. C'est quoi vos impressions? Je vais prendre 1 ou 2 commentaires, s'il vous plaît. Peut-être aller avec eux. Je vais y aller. Tu y vas? C'est toi qui fais l'exercice. Est-ce que quelqu'un voudrait commenter sur le spaghetti? Italien ou bolognaise? Vous aimez mieux les cafetières avec des copes? Commentaire? Une Keurig, c'est plus facile, mais beaucoup de va-et-vient. Oui, hein? Merci. D'autres commentaires? Trouvez-vous ça utile de faire justement le cheminement comme ça pour voir le déplacement? J'ai dit, la madame, elle va être dans le jus ce matin-là. Quand c'est la madame, parce que dans mon cas, c'est moi qui fais le café chez nous. On a assez de spaghettis pour recevoir à souper. OK, c'est bon, on continue. C'est bon. Ensuite de ça, la deuxième étape, là, dans le fond, sur la deuxième feuille, vous avez chacune des activités qui sont listées. Alors, je vous invite, pour faire ça rapide, là, à mettre un X sur les activités qui sont externes versus les activités qui sont internes. Quand on est sur le départ, là, avant qu'on optimise notre arrêt. OK, quelqu'un veut s'essayer pour dire lesquels qui sont internes et externes? Volontaire ou je vais en nommer un? Vous pouvez nommer là, les numéros d'étapes, là, on les voit ici. On va s'essayer? Quelles sont les étapes internes et externes? Ben, je dirais que éteindre la machine, c'est plus interne, parce qu'on commence à travailler dessus, là. Jeter le marc de café au compost, pour moi, c'est externe.
Je dirais que ça... Après, je suis pas un expert en café. Hein. J'en consomme pas, alors préparation, c'est autre chose. Bon, aller chercher le café, aller chercher une cuillère à thé, mesurer et déposer 7 cuillerées de café dans le filtre. Tout ça, je mettrai ça en externe. Aller au lavabo, rincer le filtre, retourner à la cafetière et remettre le filtre dans le porte-filtre. Ça, perso... Je vais t'arrêter tout de suite. Ouais. Tu es déjà en train d'optimiser les activités. Moi? Alors, ce que je voulais simplement savoir, c'était avant qu'on optimise les opérations, lesquelles de ces opérations-là, quand on les réalise dans cet ordre-là, on peut considérer qu'ils sont externes? Bon, c'est ça que je disais un peu, je crois. Et peut-être tu montres ta solution. Oui, hein? Dans le fond, là, c'est que dès qu'on éteint la cafetière, on peut considérer que notre équipement n'est plus en fonction. Un peu comme si, par exemple, on va arrêter un convoyeur pour en faire l'entretien, bien, dès le moment où on arrête le convoyeur, on est rendu en activité interne. Puis, dans le fond, toutes les activités se déroulent jusqu'à ce qu'on redémarre la cafetière, comme vous voyez à l'écran. C'est un peu la logique que j'avais expliquée, qu'on arrive sur l'équipement, on l'ouvre, il est arrêté. Là, on va chercher les pièces, etc. Là, on le referme, il repart. Ça, c'était avant optimisation. C'est beau. Ensuite de ça, on ne prendra pas le temps aujourd'hui, mais normalement, ce qu'on devrait faire, c'est qu'on devrait vraiment réaliser chacune des étapes sur notre cafetière, puis les chronométrer. Puis pour chacune des étapes, on détermine le temps nécessaire. Puis quand on fait la somme de tout ça, bien, ça détermine c'est quoi la durée de notre arrêt avant de faire un SMED. Vous me suivez? Fait que ça, c'est vraiment là, tu sais, on prend une image de base, une photo avant de s'améliorer, puis de déterminer qu'est-ce qu'on peut faire de plus. Maintenant, bien là, on va faire les activités suivantes. Vous avez des petits cartons dans un Ziploc sur votre table pour vous aider. Puis, les cartons sont tous numérotés. Puis, il y a également des cartons blancs que si jamais vous trouvez qu'il y a des activités supplémentaires qui pourraient être réalisées pour vous aider, puis vous avez le droit de sortir de la boîte, là, vous pouvez également écrire sur le carton qu'est-ce que vous feriez de différent, puis l'identifier avec des numéros, par exemple, 9A, parce que c'est comme des étapes qui remplacent l'étape 9. C'est bon? Alors là, ici, est-ce que j'avais une question? C'est bon. Alors là, je vais vous donner 5 minutes, OK, pour regarder ces différentes étapes-là, puis changer l'ordre des différentes étapes pour le plus possible transformer les activités internes en activités externes. Alors, quel numéro d'étape que vous avez mis en étape externe? En fait, pour réussir à externaliser le plus de choses, on a généré aussi un nouveau silex et un nouveau filtre pour en avoir 2 kits. Ce qui fait que on a externalisé, en fait, les étapes qui nous restent à l'interne, c'est éteindre la machine, retirer le filtre qui est déjà là, aller mettre au compost, ça va se faire à l'externe, remettre le nouveau filtre dans lequel il y a déjà du café qui a été mis dans le filtre en attente à l'externe également. On referme le filtre, on ouvre le réservoir d'eau et on y met l'eau qui attendait déjà dans un silex préparé à l'avance aussi. On referme le couvercle, on part la machine, c'est tout. Wow. Tout le reste a été fait à l'externe. Il n'y a plus rien. En ayant 2 filtres, 2 silex, il n'y a plus rien qui nous empêche. C'est excellent. Y en a-t-il qui avaient d'autres, qui avaient des variations de réponse? J'en reviens. Un petit peu dans le même genre, mais on a poussé encore plus loin. Fait qu'on met la machine à café direct dans le lavabo, très enligné pour la remplir. Là. Bon, c'est une job qui se fait à 2. Fait qu'il y en a un qui est prêt, on ouvre le couvert, on enlève le filtre, on en remet un autre qui est déjà plein, un filtre jetable plein de café. Pendant ce temps-là, le deuxième remplit avec le gauge qui est sur le côté de la cafetière. Puis dès que c'est tasse, on ferme le couvert, puis on remet en... Bravo. Une autre solution intéressante. Oui, toutes les réponses sont bonnes. Ben, nous, c'est pas mal comme les autres équipes, là, sauf la différence, on partait la machine avant d'aller rincer le silex. Le temps que l'eau se chauffe puis qu'elle descende, là, on pouvait le faire externe. Merveilleux. Excellent. D'autres? OK, on continue. Ça, c'est la solution. Une des solutions possibles.
Alors, la plupart d'entre vous, là, ça ressemble à ça. Là. Fait que, dans le fond, en externalisant les étapes, là, voyez-vous, là, je vous l'ai schématisé sur le tableau. Puis si on fait la somme de toutes les étapes qui restent dans le pointillé rouge, bien, on a réduit de beaucoup le temps d'arrêt de notre machine à café. Donc, on s'est optimisé pour redémarrer le deuxième lot de café. Ça vous va? Mais ce que je veux vous faire souligner, c'est de penser en dehors de la boîte de choses routinières, de la séquence originale, nous a permis de réduire considérablement le temps, effectivement. Puis dans certains cas, ça peut emmener qu'il y a besoin de peut-être quelqu'un de plus pour effectivement travailler en parallèle. Là, on commence à comprendre un peu plus la logique conséquente qu'on trouvait dans la Formule 1 où il y avait des gens, plus de gens, parce que là, les tâches étant faites en parallèle, il y en a qui sont faites avant, mais il y en a qui sont faites en parallèle. Donc, il faut des fois plus de gens pour sauver du temps d'arrêt. Pensez-vous que notre arrêt il est optimal? Là, on a juste fait la troisième étape qui était de transformer les activités internes en activités externes. Est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait simplifier, qu'on pourrait rationaliser? Oui? Ben, ça veut dire oui. C'est bon. Non, t'as peu. Oui, c'est le prochain exercice. Donc, la créativité va venir dans une minute. Je ne voulais pas que tu donnes ta réponse à tout le monde. Ils vont tout copier. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions? C'est qui a des cafetières filtres encore comme ça à la maison? Levez la main. Ben, moi, je trouve que ça fait du très bon café. Là. Les petites cafetières en coupe, c'est comme du café en conserve. Là. Je suis bien snob vis-à-vis de ça. C'est qui n'avait jamais utilisé ça, des cafetières filtres comme ça? Mais c'est correct. Au moins, il a appris une chose aujourd'hui, comment faire du café avec un silex. Alors là, le MAPAC, qui est le ministère de l'Alimentation, il n'est pas ici pour contrôler. Y a-t-il des choses qu'on pourrait rationaliser puis simplifier? C'est le prochain exercice. Fait qu'on va vous donner, c'est la prochaine étape. C'est la prochaine étape. Regardez vos étapes. Y a-t-il des étapes qui sont trop qu'on n'a pas besoin de faire là-dedans? Des étapes qui sont inutiles ou qui n'additionnent pas vraiment de valeur, vous mettez un X dessus ou vous les enlevez, puis on va vous demander après lesquelles vous avez. Je vais vous donner un indice. Là. Regardez les étapes qui prennent du temps. Vous avez 2-3 minutes pour faire ça. Je vais vous ramener. Alors là, je vous rappelle qu'on a fait un premier lot de café, puis l'intention, c'est de repartir la deuxième batch le plus rapidement possible. Go! C'est ça l'idée. C'est ça l'esprit. C'est ça. Cherche ta cuillère si tu pourrais doser déjà dans ton filtre. Y en a-t-il qui ont trouvé? Y a-t-il des étapes de trop? Jean-Robert, ici, il y a des gens qui pensent avoir trouvé les étapes qui étaient de trop. Il y en a plusieurs qui l'ont trouvé. Il y en a plusieurs qui en ont trouvé. On peut revenir en plénière. Ben oui. Donc, ceux qui ont trouvé des étapes de trop, là, on va vous demander à tour de rôle. Commençons par ici. Ben, pas besoin de rincer le silex à tous les fois. Ils n'entendent pas. Pas besoin de rincer le filtre et le silex à tous les fois. C'est du café neuf de toute façon. Parfait, merci. As-tu d'autres? Qui est-ce qui a trouvé ça qu'on n'avait pas besoin de rincer le silex et le filtre? De la main, quelles équipes? Bon, pas mal, tout le monde l'a trouvé. C'est bon. Avez-vous, y en a-t-il d'autres qui ont trouvé d'autres options, d'autres choses qui ça pourrait être inutiles? Oui? Attendre que le café ait fini de couler. OK. Mais pendant ce temps-là, tu peux faire le restant des affaires, tu sais, ou préparer le reste. OK, c'est beau. As-tu d'autres choses? Oui. En fait, l'étape de attendre que le café ait terminé de couler, moi, je considère que c'est une étape externe, puisque la cafetière est en fonction. Ça ne nous amènera pas à avoir du café plus rapidement sur la table pour le reste de nos invités.
Nous, on remettait la question à savoir, aller chercher le café et la cuillère à thé, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire de faire à chaque fois? Généralement, si on est organisé, bien, on va l'avoir laissé prêt, puis on n'aura pas à aller chercher plusieurs fois. Donc, c'est quelque chose que je débarquerais parce que c'est quelque chose qu'on peut faire en amont. Oui, effectivement, là, si on regarde sur les étapes ici, là, voyez-vous, c'est devenu dans les étapes préalables et tout à fait, on prépare ces étapes-là avant d'éteindre la machine. As-tu d'autres? Puis, à l'intérieur, dans le fond, là, du moment où est-ce que notre machine est arrêtée, c'est-à-dire de l'étape 1 ici jusqu'à ce qu'on redémarre la cafetière ici, y a-t-il d'autres étapes là-dedans que vous pensez on pourrait s'abstenir ou on pourrait améliorer là, pour sauver du temps? Je pense qu'on a fait le tour. Veux-tu montrer ta réponse? Ben oui. Alors, laver la carafe, là, 2 batchs en ligne, je pense qu'on est capable de le supporter. Il n'y a pas personne qui se met les mains là-dedans. On va le... Alors, laver la cafetière puis le porte-filtre, on va s'abstenir de faire les étapes. Ça va nous permettre de sauver beaucoup de temps. Puis pour mal, tout le monde avait trouvé cette Vous l'aviez réponse. trouvé. Oh. Oups, tu as donné la réponse. Ben oui, je vous ai donné la réponse. Maintenant, si on veut encore s'optimiser, plutôt que de faire notre café tout seul, peut-être qu'on peut inviter des gens à venir nous aider. Charles, je pense qu'il y avait déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'il pouvait faire. C'est bon? Fait que ça aussi, là, c'est des choses qu'il faut penser en dehors de la boîte, n'est-ce pas? Puis qu'il faut aller se chercher de l'aide pour en réaliser plus rapidement. Fait que ça, c'est-tu des étapes aussi que vous aviez dans le fond, tracées là, avec vos cartons sur la table? On peut peut-être tout de suite le montrer. Là. Et donc, fait que là, vous le voyez, là, si on regarde là, la durée de l'arrêt de la cafetière, bien là, tout à l'heure, au début, on avait 15 étapes qui étaient faites une à la suite de l'autre. Puis là, maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5 étapes qui sont faites une à la suite de l'autre. Puis une 6e étape ici qu'on peut faire en parallèle avec de l'aide. Fait que là, ça nous permet de réduire vraiment beaucoup le temps que ça prend pour réaliser les opérations. Ça vous va? C'est sûr que toutes sortes d'idées qui peuvent se rajouter. Il y en a qui avaient des idées originales, il y en a qui disaient on peut avoir une autre cafetière à côté puis avoir tout prêt. Fait que quand on switch, il serait prêt. Donc, c'est très bien. Fait qu'il y a toutes sortes d'options là, qu'on peut rajouter. Ce qui était important aujourd'hui pour vous autres, c'est de saisir comment est-ce qu'on peut repenser le travail simplement une cafetière. Fait que si vous regardez les travaux récurrents dans vos sites, ceux qui font régulièrement, pensez le potentiel d'amélioration. Si on mettait une équipe avec des mécaniciens qui font le travail. Chacun, souvent, va avoir sa méthode, mais on essaie de trouver la meilleure, on l'optimise. Parce que ce travail-là devient récurrent. On en fait une instruction à la tâche qui devient le nouveau standard. Mais en même temps, un gros arrêt d'équipement, quand on optimise comme ça, on réussit à réduire de façon conséquente la durée, qui est le cœur de nos opérations dans le fond. Et donc, ce que je veux vous inviter aussi à réfléchir aujourd'hui, c'est que là, on le fait, c'est facile, c'est pas stressant d'optimiser un arrêt de machine à café. Mais quand vous retournez dans vos installations, bien, il y a des choses qu'on peut optimiser. Puis, ce que je veux vous lancer comme défi aussi, c'est vraiment de devenir plus exigeant, puis vraiment d'aller chercher le maximum de vos équipes pour réduire le plus possible les temps d'arrêt de vos équipements. C'est comme ça aussi, là, cette semaine, là, il y en a beaucoup qui parlaient du changement de culture, de transformer les pompiers en gens proactifs. Bien, d'utiliser la technique du SMERD, puis d'impliquer l'ensemble des employés dans la préparation de l'arrêt, puis à déterminer la séquence des travaux, c'est une belle façon de les encourager aussi à devenir plus proactifs. Puis, c'est quand ils vont avoir les félicitations pour avoir optimisé leur arrêt, mais c'est ça qui va renforcer aussi la conscience de ces gens-là de travailler en prévention puis de travailler de façon plus proactive. C'est comme ça qu'ils vont aller chercher la valorisation des travaux qui sont préparés. Ça vous va? C'est comme ça aussi qu'on va arrêter d'encourager le mode des pompiers. Je peux vous donner un exemple. J'ai un client qui devait faire un gros changement d'huile sur un immense réservoir. Puis, moi, j'avais challengé le client pour lui dire, bien là, c'est pas vrai que tu vas faire un arrêt de 8 heures pour ton changement d'huile. Là, on est capable de s'améliorer. Fait que là, j'ai révisé avec lui toutes les étapes qui étaient à faire. Puis, par exemple, j'ai fait filtrer l'huile au préalable avant de la faire ajouter dans le réservoir.
On a décidé de se doter d'un camion Veolia qui rentrait directement dans l'usine pour venir pomper l'huile puis sortir ça rapidement. On s'est doté aussi ils se sont dotés aussi d'un système de palonnier pour être capable de verser à partir du pont roulant directement l'huile dans le réservoir. Fait que c'est toutes des activités qui ont été pensées, préparées avant pour réduire le plus possible les différentes étapes puis externaliser aussi certaines étapes. Puis quand il est venu le temps de réaliser l'arrêt, bien là, j'ai réalisé qu'on avait manqué beaucoup de choses. C'est-à-dire que les 5 employés qui avaient été sollicités pour réaliser le travail, ils ne savaient pas c'était quelle tâche qu'ils avaient à faire. Fait que là, les employés, ils attendaient sur le bord comme des petits pingouins sur la banquise, puis là, ils attendaient qu'on leur dise qu'est-ce qu'il y avait à faire, plutôt que chacun ait déjà conscience du rôle à faire puis qu'il le réalise de façon optimale. C'est ça que je vous dis, là. Impliquer les employés, impliquer les taux, puis exiger l'excellence. C'est ça qu'on va aller chercher, puis c'est la rapidité d'exécution pendant l'arrêt. Ce que tu n'as pas mentionné, c'est qu'après ça, on a repris avec les employés pour le faire simuler avant, puis voir qu'est-ce qu'on peut encore améliorer. Par exemple, il y avait une boîte de boulons. On a dit peut-être que chaque équipe de 2 devrait avoir une boîte de boulons, puis ainsi de suite. Puis là, les employés, en participant pour faire justement la préparation de l'arrêt suivant, là, à ce moment-là, comment tu disais ça? Tu es arrivé à 9h, 9h à moitié de fête déjà? Oui, mais ça, c'est un autre arrêt que j'avais fait préparer avec les employés. Puis, effectivement, on avait fait une pièce de théâtre où est-ce qu'on avait emmené chacun des 8 employés autour de l'équipement, simuler les étapes qu'ils avaient réalisées. Quand il est arrivé la journée de l'arrêt, moi, je faisais simplement le préparer puis le planifier. Moi, je n'étais pas là quand ils ont commencé. Quand je suis arrivée à 9h le matin sur les lieux de l'arrêt, bien, il était déjà avancé à moitié du travail. Puis plutôt que de réaliser ça en 16 à 20 heures, comme historiquement ils faisaient depuis les 3 dernières années, bien, ils ont réussi à l'accomplir en environ 9 heures en tout. Fait que ça a vraiment permis de réduire le temps d'arrêt de l'équipement. Puis, on s'est retrouvé avec une équipe de mécaniciens qui se considéraient comme des champions, là. Fait que, ils ont tous été félicités, puis ils ont tous été satisfaits de leur travail. Fait que, au global, on a sollicité leur temps avant pour faire la préparation. On a sollicité leur temps après pour ramasser les outils. Puis, pendant la réalisation du travail, on s'est retrouvé avec une équipe qui était à l'aise de réaliser les tâches. C'était beaucoup plus sécuritaire, c'était beaucoup plus agréable pour eux de le réaliser, puis c'était beaucoup plus rapide une nouvelle fois. Merci. On n'ira pas dans le détail de la prochaine étape. Une autre étape qui est utile quand on fait des travaux comme ça, c'est qu'on approche de la marge de sécurité. C'est que ce qui est suant pour les gens d'opération, c'est qu'on demande 8 heures, on prend 12 heures, parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Ou ça prend 10 heures, mais ça brise le lendemain matin. Est-ce que vous est déjà arrivé des situations comme ça? Levez la main, s'il vous plaît, je veux juste avoir un petit survey. Donc, c'est assez courant. Un petit truc, puis comme je disais, on aurait aimé vouloir le faire avec vous autres, un petit atelier pour vous en rappeliez, mais on va quand même vous faire un petit clin d'œil pour vous le montrer. On appelle ça un AMDEC avant le démarrage. Ce que c'est finalement, c'est, moi je dis toujours, il faut avoir un black hat, quelqu'un qui est dans l'équipe avec les employés, qui a tendance à tout voir ce qui peut aller mal. On a tous dans les équipes des gens de même. Moi j'ai une fille de même, une de mes filles. Pas compliqué. Tout ce qui peut aller mal, allez voir. Il nous faut quelqu'un de même dans cette équipe-là. Puis là, on essaie de définir c'est quoi qui peut aller mal, qu'est-ce qui peut nous empêcher de démarrer, qu'est-ce qui peut faire que ça va planter tout de suite après. Puis là, on fait la liste. On va en avoir. Puis, comme me disait déjà un ingénieur principal avec qui je travaillais il y a une couple d'années, il disait il faut de la participation, les black hats, c'est des anxieux. Des gens qui ont peur, puis il faut 5 mitaines. Il vous faut ce genre de personnes-là quand vous faites cet exercice-là. Parce qu'ils vont vous identifier les risques. Là, après ça, vous avez une liste, mais ils ne sont pas tous d'une même probabilité. Fait que ce qui fait bien, c'est un exemple ici, où vous prenez une matrice conséquence, probabilité conséquente, pour vous identifier ceux-là qui sont les plus probables, avec une conséquence importante. Puis après ça, vous faites un plan pour vérifier des choses qui font que vous évitez que ça arrive. Un exemple, quand j'étais en Australie, nous autres, c'était du caustique à haute température, donc très dangereux, puis qui était sur haute pression en plus. Fait que des tuyaux étaient à peu près une dizaine de pieds de diamètre, puis ça allait à 100 km/h dedans. Donc, pas question d'avoir une fuite. Fait que nous autres, notre approche défensive, c'était quand on faisait un arrêt, puis on défaisait des tuyaux, la personne qui faisait le travail torquait en s'en allant,
Mais il y en a un autre qui allait dans l'autre sens, qui a vérifié tous les torques. Un exemple. C'est un exemple. Il peut y avoir toutes sortes de moyens défensifs qu'on se donne pour s'assurer que quand ça part, on tourne la clé puis ça marche, puis ça ne repartira pas après. Donc, le niveau maîtrisé, on vient de parler avec le SMED, avec l'AMDEC, de niveau maîtrisé qu'on appelle au niveau de la planification, permet une planification à plus long terme, est surtout basée sur la maintenance conditionnelle. Ça a été mentionné précédemment dans la présentation de nos collègues avant. Donc, la maintenance conditionnelle devient très importante pour identifier à l'avance, pour donner le temps de planification et de préparation. C'est fluide, il y a une mobilisation des employés. Vous avez tous vécu le niveau de satisfaction quand on a tout ce qu'il nous faut. C'est la même chose. Puis les travaux majeurs sont traités comme un pit stop ou les travaux standards, les travaux qui sont routiniers. Donc ça, pour nous autres, c'est un niveau supérieur de planification qu'on appelle maîtrisé. D'après vous, c'est quoi les bénéfices concrets d'avoir une planification de ce niveau-là? C'est que ça va donner à business, à votre organisation. Maud? Une meilleure disponibilité de ligne. Oui, meilleure stabilité. Rien que ça. Ça ne vaut pas la peine de faire ça d'abord? C'est une perte de temps, hein? Hey, on va s'épuiser à tout préparer ça. Ben, en fait, comme on l'a vu tantôt aussi, les risques d'accidents, d'incidents vont diminuer. Absolument. On les élimine parce qu'on voit beaucoup plus de risques. Si on a une vision plus claire, on peut mieux prévoir le cash qu'on va faire, parce qu'on va savoir notre production, comment elle va rouler en fonction de comment on a planifié les maintenances, etc. Oui, il y a un meilleur maillage qui permet de minimiser les pertes de production. On peut planifier les imprévus ou se rendre compte qu'il manque une pièce souvent, là, quand on a tout démonté, c'est pas évident. Oui, l'AMDEC, c'est à ça qu'elle sert, c'est planifier l'imprévu. Je pense, Jean-Robert, quand tu l'as mentionné avec l'AMDEC, ce qui est important, je pense qu'on l'a tout vécu, on fait un PM, puis la production se plaint que tout de suite après, les équipements ne marchent pas bien ou ça nous prend 16 heures à retourner au plein volume de production. Avec l'AMDEC, on va prévoir qu'est-ce qui pourrait être désajusté, mal ajusté, puis mettre des étapes dans notre planification d'arrêt ou de shutdown pour que on met à switch à on, puis une demi-heure après, on est retourné en production normale. Là. Absolument. C'est exactement ça. Tu vois les risques, tu mets des actions défensives pour éviter justement que ça ne parte pas ou que ça se détériore après. Puis ça, juste pour vous rappeler un peu, quand on prépare un arrêt ou une planification de travail, l'intensité de travail pour l'équipe est plus intense au début, puis ça va en diminuant d'habitude. Mais ces actions-là, c'est une forme de VPO dans le fond, si on pense projet, on les introduit vers la deuxième moitié, vers la fin. Ça stabilise le travail, l'intensité du travail. Fait qu'au lieu de rajouter ça après l'arrêt, on le fait pendant, quand l'intensité commence à ralentir un peu. OK? Donc, dans les gains, avec tout ce qu'on a dit depuis qu'on a commencé, les gains au niveau de la production, ça peut aller au-dessus de 30 % de gains, des pertes de production. Santé et sécurité, on l'a mentionné en long, en large. La main-d'œuvre était plus efficace. Le moral, comme ça a été mentionné tantôt par un collègue, plus on va être planifié, plus on va être ordonnancé, plus on va être organisé, meilleur est le moral. Ceux qui ont fini rapidement tantôt, vous avez dit le sentiment de fierté, « Hey, on a réussi, ça a bien été. » Un exemple réel, tantôt Beau vous en a donné un, je vous en donne un autre. Ça, c'est un exemple réel d'un arrêt électrique qui a arrêté complètement un site, OK? Pendant, vous allez voir le temps. Donc, il y a eu, pendant cet arrêt-là, qui ont fait, comme on disait tantôt, le SMED, ils ont fait l'AMDEC, etc. L'arrêt électrique, pour vous donner une idée, il y avait prévu, évidemment, quand on change les isolateurs, etc., pour ceux qui sont familiers des arrêts électriques, il faut une crane. Bien, si elle brisait, si elle avait un problème, il avait réservé déjà un autre crane, en dedans d'une heure, elle était pouvoir arriver. Parce que c'était critique. S'il ne repartait pas à cause que la crane est brisée, le temps qu'il s'en trouve une,
L'usine est arrêtée, là, au complet. Il n'y a plus rien qui marche. OK? Donc, ça a été à ce niveau-là, la préparation. Donc, un taux de réalisation de tous les travaux, 100 %, ça c'est une autre affaire, vu que c'est bien préparé, bien organisé, etc. Ils ont tout fait, je l'ai mentionné tantôt, c'est encore plus vrai. Un contrôle absolu de la situation. Donc, personne n'est stressé. Moi, c'est un test que j'ai quand je vais dans un site, je regarde le sourire, je regarde le niveau de stress, ça me dit drôlement comment ça va l'organisation. Calme, fluide, puis le temps est optimisé, tac time. On sait qu'est-ce qu'on a à faire, chacun de son tour. Les résultats concrets, ils ont passé de 30 heures d'arrêt de tout le site à 24 heures. Donc, 6 heures de réduction, ça veut dire 20 % dans ce cas-là, ce qui était assez conséquent, parce que si vous arrêtez un site au complet, c'est une mine, là, elle était assez grosse, c'était beaucoup de millions à l'heure. Finalement, le fil conducteur de l'organisation, c'est le gain d'efficacité dans tous les domaines. Donc, si on a une orientation business, on s'arrime au plan d'affaires. Ça donne un sens, les gens, comme on disait tantôt, puis la contribution de chacun est claire. Bon, mes erreurs. Pour ceux qui aiment l'entendre, dans mes 40 quelques années de carrière, j'ai fait un paquet d'erreurs. Mais sauf l'avantage, c'est que j'apprends de mes erreurs. Je n'ai pas peur de dire. Donc, la première erreur que je faisais quand on faisait des arrêts, c'est de faire confiance aveugle aux fournisseurs. Ah, je vais vous remplacer. J'ai eu un cas, par exemple, 3 réducteurs. Il y en avait un qu'on remplaçait, 3 broyeurs à boulet, ils remplaçaient le réducteur sur un. Là, l'idée, c'était, durant l'arrêt, il avait essayé d'optimiser. On ouvre le réducteur, on l'enlève, on l'envoie chez le fournisseur. Là, il fallait prendre la route sur une vanne, traverser un pont, aller en ville. Le fournisseur l'ouvre, voit ce qu'il faut changer, fait la réparation, le réinstalle, le retourne au site, on le réinstalle, on met l'huile, on le connecte. Tout en 8 heures. Ça, c'est comme le pit stop en 1913, ça? Hein? Ça, c'est comme l'arrêt de Formule 1 en 1913, ça? C'est à peu près ça. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ça n'a pas pris 8 heures la première fois? OK? Mais en faisant un SMED, la réponse a été facile. C'est que vous pensez qu'il fallait qu'il fasse pour régler le risque? Il y en a 3 pareils des équipements qui ont le même réducteur. Si on pense que les arrêts de production, ça vaut des centaines de mille, sinon des millions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour réduire le temps d'arrêt de production? Avoir un spare à côté? Ben oui. C'était ça la solution. Achetez-vous un spare. D'abord, s'il y en a un qui brise une oreille, mais quand on fait l'arrêt, on enlève, on met l'autre, on repart. C'est exactement ça qui était la solution. Le planificateur l'autre erreur, peut s'améliorer ses arrêts seuls si c'est ce qu'il a à faire. Il peut bien vouloir faire, là, mais la réalité, c'est difficile de faire le saut quantique de réflexion qu'on a fait tantôt tout seul. Il y a besoin d'aide. De l'organisation, il faut qu'elle supporte. Puis il faut savoir bien s'entourer. Troisième erreur que je faisais, c'est une tâche qui n'est pas sur le chemin critique, ne nécessite pas de mitigation de risque. Tu sais, la méthode de tantôt, là? Des fois, là, ça n'est pas sur le cheminement critique, mais là, si ça ne marche pas bien, elle va le devenir parce que c'est elle qui nous arrête. Donc, il faut regarder aussi. Moi, j'ai exactement un exemple que je peux vous donner. Ces temps-ci, je vais chez un client, puis je les aide à optimiser l'échéancier de leur chemin critique pour des arrêts sur une machine à papier. On détaille aux 5 minutes près chacune des activités qui sont à réaliser durant ces arrêts-là. C'est des arrêts qui durent entre 16 et 20 heures. Puis, maintenant, ils ont un niveau de confiance beaucoup plus élevé quand ils font leurs arrêts, parce qu'en plus de regarder leur chemin critique, je leur fais pointer aussi les tâches qui sont proches du chemin critique, qui sont à une demi-heure, 15 minutes, 1 heure de délai, que si une de ces tâches-là a un délai supplémentaire, ça va affecter le redémarrage. Mais ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder et qu'il faut connaître pour s'assurer que celles-là non plus ne déraillent pas. Merci. Et le dernier, non le moindre, on fait de notre mieux et tous doivent rester que les dérapages, ça fait partie des arrêts. Bien, l'expérience, c'est que souvent, un petit dérapage de 2-3 heures sur un arrêt, soit d'un équipement normal, ou soit sur un gros arrêt, bien, ils vont bouffer en perte de production égal ou plus les bénéfices que vous faites avec toute l'amélioration de la gestion des actifs à côté, avec beaucoup d'efforts. Pourquoi les initiatives de planification réussissent ou des fois ils ont de la misère? D'après vous? Je finis avec ça.
Oui. Je pense que parfois ça échoue parce que, bon, comme on l'a vu dans plusieurs présentations, il faut impliquer tout le monde durant l'initiative. Je suis d'accord, je vais le retraduire autrement. Ça ne marche plus. Ah, c'est une question de culture. C'est exactement ça. C'est là que ça se passe. Il faut impliquer le monde, puis que le monde soit là. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Je vous tiens à vous remercier énormément, ceux qui sont présents, d'avoir eu le courage de rester jusqu'à 6 heures. Il y en a plusieurs qui devaient être là qui ne sont pas là. Fait que la qualité des gens présents compense amplement pour ceux qui ne sont pas là. Donc, un gros, gros merci. Ça nous a permis, nous, qu'on s'est préparés, d'avoir une audience qui a quand même profité de ce qu'on a fait. Donc, un gros, gros merci de notre part.